Allez, c'est parti du coup pour 40 minutes pour parler de cloud, d'open source et des communautés. Euh, Merci au Jobs Marquant déjà de m'accueillir, c'est vraiment cool. Moi, c'est vraiment une conférence que j'aime bien. Assez petite, localisée dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'aller, donc c'est vraiment sympa. J'ai eu la chance de venir ici en 2016, 2018, 2019, et c'est vrai que c'est assez sympa de revoir du monde en vrai après toute la période Covid et post-Covid. Moi, je suis Julien Landuré, je suis CTO à Zenica. Je suis pas mal sur tout ce qui est sujet Google Cloud, pour faire le lien avec Google Cloud. Je m'amuse un peu aussi dans l'open source depuis pas mal de monde. Côté Zenica, on a une petite lib Alpine Chrome qui permet de faire du Chrome Headless, et c'était un peu mon bac à sable pour jouer avec l'open source. Et puis, côté communauté, du coup, je fais partie du GDG Nantes, que j'ai co-créé en 2011. Et du coup, j'ai suivi un petit peu l'organisation du DevFest Nantes, qui permet d'avoir un pied aussi dans les différentes communautés. J'essaie de faire le lien avec le sujet. Petit point pub, je suis de Zenica et en fait on a ouvert Zenica Niort. Donc si certains sont intéressés pour échanger sur Zenica globalement, hein, puisqu'on est aussi dans d'autres villes, et bah n'hésitez pas. Alors un peu d'histoire. Moi je suis sorti d'école en 2005-2006. À l'époque il y avait une communauté qui était vraiment flagrante, c'était la communauté Apache, qui existe toujours d'ailleurs, hein, les Commons Collection, beaucoup dans le monde Java. C'était une communauté vraiment assez active, qu'on voyait énormément sur l'aspect open source. Donc voilà, moi j'avais commencé avec des trucs autour de Struts, il y avait vraiment beaucoup de choses. Aujourd'hui, on voit qu'Apache c'est plutôt sur l'aspect data finalement, avec des produits comme Kafka, enfin voilà, pas mal de produits autour de la data. Il y a une autre communauté à l'époque aussi qui était assez présente, qui arrivait un petit peu derrière, c'est la communauté Eclipse avec son IDE, etc. Donc là, pareil, pas mal de choses qui existaient autour des plugins, de la communauté. À l'époque, moi en tout cas, le cloud, j'entendais pas parler, c'était avant 2010. Aujourd'hui, on voit que côté Eclipse, c'est plutôt, enfin, de ma vision en tout cas, plutôt des projets IoT qu'on retrouve dessus encore aujourd'hui. Mais je dirais que la communauté est peut-être un peu moins présente. Et puis, du coup, 2010 arrive un énorme truc qu'on appelle le cloud. On peut faire plein de choses dessus. Il y a des acteurs qui commencent à travailler dessus. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu comment on pouvait jouer avec ces nouvelles infrastructures, puisque c'est vrai que j'avais l'habitude de déployer sur des trucs on-premise, façon classique, on va dire. Et là, du coup, il y avait la promesse que c'était plus facile, plus rapide, mieux, résilient, tout ça, tout ça. Quand on regarde un peu la timeline côté des cloud providers, donc j'ai pris les trois gros. J'aime bien toujours raconter aussi l'histoire du coup de Google, qui a commencé par un PaaS, et d'AWS, qui a commencé plutôt par de la VM. Et après, les deux se sont croisés, et du coup, chacun a implémenté dans son coin soit la partie A, soit la partie PaaS. Et puis Azure, qui est arrivé un peu plus tard, mais qui a rattrapé vraiment tout son retard, avec du coup différentes solutions. Pourquoi je montre ça? C'est aussi pour montrer le lien aussi avec l'open source, on va le voir un petit peu derrière, mais du coup, que ce soit côté VM ou côté PaaS, il y a un certain nombre d'outils sur lesquels les cloud providers ont pu créer leur infrastructure, qui sont des outils open source. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est du coup la timeline là en 2014, où il y a du coup un nouveau produit qui est arrivé autour de la conteneurisation, qui est Kubernetes. Et on voit que rapidement tout ça a été vraiment adopté par les différents cloud providers, alors qu'avant ils étaient plutôt quand même sur des solutions un peu à eux. Et là du coup on avait quelque chose peut-être d'un peu plus standard, en tout cas, avec Kubernetes. Et puis le petit point aussi, c'est côté AWS qu'on va implémenter les lambda assez tôt. On est un peu obligé de montrer le Magic Quadrant quand on fait des prêts avec les trois gros cloud providers. Bon, juste pour dire que depuis assez longtemps, ils sont présentés comme les trois leaders en haut, et puis qu'il y en a d'autres du coup qui arrivent. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça évolue quand même pas mal et qu'il y a quand même aussi toujours les géants chinois aussi qui commencent à apparaître, Tencent Cloud, Alibaba Cloud, etc. Donc toujours garder un petit œil quand même sur ce qu'ils font, c'est toujours intéressant. Et j'ai pas mis là-dedans du coup par exemple des acteurs plus européens, façon OVH, Scaleway, etc. Un autre point aussi qui est toujours à prendre en compte, puisqu'on a vu avec la conf avant d'Olivier avec Sonar Source que l'open source était un moyen. Ce qui est intéressant de voir là, c'est les revenus des différents cloud providers et leur croissance. Donc là, c'est, alors j'ai pas cité la source, mais c'est le market du coup des cloud providers. Donc vous voyez la croissance qui est quand même bien tenue.
Et à droite, vous voyez en fait la proportion des cloud providers sur le marché, donc le market share, donc avec AWS qui est largement en tête, sachant que du coup, vous voyez que ça augmente vraiment d'année en année énormément. Tout ça pour dire qu'ils ont énormément de moyens aussi, et que finalement, ça leur permet à la fois de contribuer à l'open source et utiliser open source d'une certaine façon, que justement, comme on a vu avec la conf un petit peu avant avec Sonar, c'est quand même un peu différent quand on reste une petite startup liée au monde de l'open source. Ce qui est intéressant avec les cloud providers, c'est qu'ils ont commencé avec des visions vraiment un peu, c'est normal, hein, à eux, donc vraiment à rester dans leur coin, donc à implémenter des solutions qui étaient disponibles sur étagère, mais finalement qui étaient très peu open source. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on avait des choses disponibles, mais c'était très contraint, très lié. Donc on parlait de vendeur lock-in, etc., avec les cloud providers. Notamment, par exemple, sur le monde du PaaS, avec App Engine, qui a été créé au début, c'était vraiment, fallait utiliser tel lib pour faire un appel HTTP, c'était une lib Google, donc dès qu'on voulait faire autre chose, ça marchait pas. Ça marchait pas. Donc il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, notamment la logique côté open source de se dire, finalement, avec l'open source, est-ce que je pourrais pas faire des choses chez moi, des choses chez les clouds publics, et puis quelque chose entre les deux avec l'aspect hybride. Donc vraiment l'idée de se dire qu'on va essayer de moins être focalisé sur l'aspect vendeur lock-in, mais d'utiliser peut-être l'open source pour avoir l'air en tout cas d'être moins lié au cloud provider. Donc c'est là où il y a tout le monde de la containerisation aussi qui est arrivé, qui a permis vraiment de tendre vers cette standardisation. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont arrivées grâce aux différents cloud providers. Donc vous savez qu'ils utilisent énormément Linux. Donc ces groupes qui étaient du coup la proposition, c'était Google. Ces groupes V2 de mémoire, c'est Facebook. Enfin bref, on voit qu'ils participent quand même énormément dans la construction du noyau Linux et à côté. Et finalement, on voit qu'après derrière, il y a la logique aussi avec tout ce qui est de la containerisation. Donc Kubernetes qui est arrivé en 2014 et qui était adopté très très rapidement par les cloud providers. Ce qui est intéressant avec Kubernetes aussi de voir, c'est que du coup un produit au départ Google, et rapidement Google a vu que ça pouvait les aider à afficher quelque chose d'intéressant, de dire nous on a construit un produit open source au départ, on va pouvoir le redonner à la CNCF, on va voir juste derrière la Cloud Native Computing Foundation. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire que j'ai co-créé un produit, je le redonne à la communauté, mais derrière, en fait, je fais quand même un produit pour supporter cet outillage-là. Et donc, du coup, souvent le discours, c'est de dire quoi de mieux d'aller chez Google pour implémenter du Kubernetes, vu que c'est eux qui ont créé le produit à la base. Donc, c'est un peu ça aussi leur marketing autour de Kubernetes. Et puis, ils voyaient très bien aussi que Kubernetes prenait de l'ampleur et que ça leur demandait beaucoup d'efforts en interne et qu'ils étaient arrivés finalement peut-être à un plafond de verre, eux, sur les fonctionnalités qu'ils désiraient, et que peut-être que la communauté pouvait participer à développer d'autres fonctionnalités. Juste pour rappel, donc tout ça, c'est vraiment très orienté sur le monde Linux. J'ai pas forcément dans ce talk fait de parallèle avec le monde côté Windows, même si Microsoft du coup participe beaucoup plus activement à la communauté open source. Alors un petit focus rapide sur la CNCF. J'avais déjà donné un talk ici sur la Cloud Native Computing Foundation. Juste pour rappeler qu'il y a donc la Linux Foundation qui existe du coup depuis pas mal de temps. Donc ça a commencé en 2000, le nouveau nom en 2007. Et il y a pas mal de choses, comme j'ai dit, qui sont apportées donc, dans la fondation Linux par les cloud providers, puisqu'ils utilisent massivement Linux derrière. Ce qui est intéressant de voir dans la fondation Linux, il y a toute une myriade en fait, de sous-fondations dans la Linux Foundation. Des choses autour du cloud avec la CNCF dont on va parler, mais des choses autour du web avec Node.js, etc. Je préfère souvent rappeler ça parce que c'est assez intéressant de voir tout ce qu'ils font au niveau de la CNCF à ce niveau-là. Donc la CNCF, c'est vraiment une sous-partie de la Linux Foundation dédiée à l'implémentation qu'ils appellent Cloud Native. On va voir un petit peu les différents éléments. Ce qui est intéressant, c'est que ça va être un ensemble, un abri, un endroit où on va pouvoir stocker un certain nombre de projets. Et quand je dis projet, ça peut être des implémentations, mais ça peut être aussi des spécifications, par exemple. Donc vraiment, l'endroit où on va pouvoir stocker de la standardisation au niveau des différents éléments. Ce qui est intéressant de voir, du coup, pour faire le lien avec les cloud providers, c'est qu'on voit que tous les gros cloud providers sont sponsors Platinum, finalement, de la CNCF. Et donc la CNCF existe grâce aux cloud providers, finalement. Donc là, on le voit, il y a Oracle, IBM Cloud, AWS, Google, etc., Microsoft Azure et j'en passe.
Ce qui est assez intéressant avec la CNCF, que j'aime bien aussi souvent remettre, c'est vraiment le... Donc c'est issu d'un bouquin, Crossing the Chasm, d'avoir les différents niveaux pour essayer d'évaluer un produit. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez aussi réutiliser, avec à chaque fois l'idée de se dire que pour passer d'un niveau à un autre, on va essayer de regarder avec un espèce de comité technique qui s'appelle le TOC, le Technical Oversight Committee, pour voir un petit peu l'état des lieux de vos projets. Le TOC, pour info aussi, c'est quelque chose qui tourne beaucoup et potentiellement, il recherche aussi des contributeurs. Donc il y a beaucoup de personnes dans les TOC qui sont issues, dans le comité technique justement, qui sont issues de Google, Azure, etc. Mais vous pouvez aussi, en tant que contributeur, postuler pour participer à cette aventure. Alors j'ai retrouvé en fait la proposition de Kubernetes qui avait été déposée dans justement la CNCF pour essayer de sortir un petit peu la description. Donc on indique la licence, qui nous supporte, les informations sur le repo, etc. Et puis après, du coup, ça va être revu par ce comité technique pour évaluer et savoir du coup s'il va aller en sandbox. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de choses, mais assez rapidement aussi en termes communautaires, on voit qu'il y a un code of conduct à appliquer au niveau du projet. Bon, il y a pas mal de petits trucs comme ça qui sont assez sympas d'un point de vue communautaire. C'est pour ça que je fais le lien aussi entre l'aspect open source et communautaire. Après, côté incubating, en fait, il y a d'autres niveaux. Donc il faut montrer aussi que vous n'êtes pas qu'une société qui est derrière, que vous acceptez des contributions de d'autres sociétés. Donc essayez finalement d'avoir des projets qui soient sains aussi d'un point de vue open source, sains d'un point de vue communautaire, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une société qui est derrière, comme on l'a vu par exemple avec Sonar tout à l'heure, qui est plutôt orienté vraiment avec une société derrière qui porte le produit. Mais là, l'idée dans la CNCF, que ça soit vraiment un ensemble d'acteurs qui soient ensemble pour supporter le produit. Et GraduEdit, on va voir ça un petit peu, mais voilà, d'avoir des committeurs de différentes organisations. Bon, d'autres choses après, derrière, je ne vais pas m'étendre là-dessus. On se retrouve du coup avec une liste de projets gradués, dont les deux plus connus sont Kubernetes et Prometheus aujourd'hui, mais du coup, ça évolue assez régulièrement. Ce qui est vraiment intéressant, hein, je le répète, c'est l'aspect santé communautaire open source qui est intéressant là-dedans, au niveau de la CNCF, qu'ils ont réussi à définir, avec vraiment l'idée d'avoir du coup un code of conduct, des organisations différentes, le fait d'avoir de l'onboarding, de la bienveillance sur les différents projets. Bon, ça j'ai remis le landscape rapido, mais vous pouvez le retrouver facilement, il y a toute une myriade de projets. Et ils essayent aussi, d'un point de vue méthodo, d'expliquer un certain nombre de choses. Donc ça, c'est le trail map de la CNCF qui est assez connu. Il existe depuis un certain temps, il est mis à jour de temps en temps pour indiquer quel est le chemin pour une société pour arriver à être cloud native, selon eux. Mais un peu moins connu, c'est que la CNCF sort aussi des radars, potentiellement. Donc c'est pas des radars aussi complexes que Radar Sourceworks ou je sais pas trop quoi. Mais du coup, dans l'idée d'avoir, voilà, ils en ont sorti différents. Notamment par exemple sur ce qui existe dans l'aspect continuous delivery. Bah voilà un petit peu les différents projets qu'on considère et ils essaient de le mettre à jour une fois par an. Donc la CNCF aujourd'hui, bah c'est beaucoup de contributeurs, pas mal de membres, donc des membres des sponsors. Donc ça peut être soit des sponsors qui contribuent au projet, soit des sponsors qui veulent utiliser le projet. Donc ça aussi c'est quelque chose d'intéressant, c'est que tous les produits sont open source, mais mine de rien, on peut payer pour se faire reconnaître qu'on utilise bien le produit et potentiellement en fait essayer de pousser sa vision en tant qu'utilisateur final de ce que j'aimerais avoir dans mon produit. Et dernier truc aussi que je trouve intéressant, c'est que du coup dans les fondations filles de la Linux Foundation, ils ont ajouté aussi une nouvelle fondation qui s'appelle la FinOps Foundation. Et vous pouvez aussi trouver du coup des certifications qui sont très chères. J'étais vraiment étonné du prix. Je crois que c'est 1500 $ la certification FinOps. Mais voilà, ils essayent aussi de faire pas mal de travail aussi sur tout ce qui est, on va dire, monter en compétence sur les différents sujets. Il y a souvent du coup sur la Linux Foundation, en termes de training, de cours, etc., des packs assez intéressants. Et c'est vrai que c'est plutôt cool ce qui a été créé. Si je reviens du coup sur l'aspect open source, là l'idée c'est de donner en fait quelques exemples par rapport à tout ça. Si on regarde vraiment la big picture des géants, donc ça c'est sur Open Source Index. Alors ça donne des infos au niveau des commits des personnes qui signent avec leur email corporate. Donc si quelqu'un de Google fait un commit avec son email Gmail ou que sais-je, bah, ça comptera pas évidemment. Mais ça donne quand même une indication qui est assez intéressante je trouve. Moi je le regarde d'année en année et typiquement il y a
une année... Ah non, c'était sur les contributions Kubernetes, mais on voit que par exemple, il y a très peu Apple dans les gros, on va dire, dans les géants. Et c'est vrai qu'Apple est très peu présent sur l'aspect open source. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on est du coup en septembre. Et ben, le mois prochain, il y a l'Oktoberfest. Donc, petit moment pub, mais n'hésitez pas du coup à faire des contributions. Donc ça, c'est pareil, c'est un moyen pour un petit cloder comme Digital Ocean de sortir du lot en essayant de montrer en fait leur sympathie envers la communauté open source. Donc en faisant le Hacktoberfest. Et donc, bon, les règles, souvent, c'est 4 ou 5 PR et vous pouvez recevoir un t-shirt ou faire un don pour planter des arbres. Donc c'est assez sympa à faire. Et puis, bah, souvent, il y a du monde qui se mettent au jeu à ce niveau-là. Et puis, on voit qu'ils évoluent aussi dans leurs règles. Je trouve ça pas mal depuis maintenant 2 ans, je crois. Les maintainers qui acceptent aussi les différentes PR des utilisateurs peuvent aussi recevoir du coup un petit cadeau. Tout ça pour revenir sur l'aspect open source. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'adoption de Kubernetes. En fait, voilà, tous les cloud providers aujourd'hui ont du Kubernetes. Voilà, il y a OVH aussi qui a le Kubernetes Service Manage, il y a le Scaleway Capsule et Cosmos. Bon, bref, on voit que c'est très très utilisé. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'utilisation de Kubernetes sur les différentes plateformes. On voit qu'AWS, qui est historiquement, du coup, je l'ai dit tout à l'heure, très orienté VM, mais en fait, les gens souvent repopent des VM et installent eux-mêmes Kubernetes, alors que chez les autres cloud providers, souvent on va plutôt utiliser la solution un peu plus managée, donc GKE et AKS, et qu'on va moins utiliser purement les VM pour recréer son Kubernetes. Donc on voit aussi en fait en termes de présence des organisations, on voit en fait qu'il y a aussi toute une logique liée un petit peu à l'historique. Amazon qui était souvent en mode lift and shift, je prends vos VM d'avant, on essaie de refaire la même chose, alors que du coup sur les plateformes plus récentes, on essaie plutôt de changer un petit peu l'usage et d'avoir des choses un peu plus managées. Bon, j'ai remis cette slide là aussi juste pour dire en termes d'open source qu'il y a beaucoup de choses qui ont été créées au fur et à mesure. J'aime bien toujours montrer AngularJS, qui est aujourd'hui du coup sur le Google Cemetery, qui est en read-only depuis 6 mois, je crois maintenant, ou 1 an. Voilà, il continue sur Angular. Et qui a du coup pas mal de projets quand même qui ont été portés par la communauté, mais qui au début ont été poussés vraiment par un provider cloud. Il y a VS Code aussi, bon, il y a des très très bons exemples là-dessus. Ce qui est intéressant de voir, c'est la façon aussi dont les cloud providers essayent d'être j'allais dire sympathique envers les développeurs, d'avoir une relation, une développeur expérience, d'être dev friendly avec les développeurs pour essayer en fait de les attirer dans leur écosystème, de montrer finalement que c'est peut-être simple avec un bouton dans VS Code ou avec des plugins ou autre de déployer, d'avoir quelque chose de managé et donc de ne pas parler que finalement on va dire au monde de l'infra des ops qui est le monde du cloud, mais aussi finalement toucher les développeurs. Comme ça a été dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de développeurs et finalement côté ops ça bouge pas tant que ça. Et donc l'idée vraiment de toucher les développeurs et de paraître vraiment sympathique avec les développeurs, donc avoir une orientation vraiment dev-friendly. Ça c'est aussi intéressant, c'est de voir un petit peu l'écosystème, comment les cloud providers essayent d'utiliser des solutions qui sont promues par des éditeurs open source. Donc là j'ai pris l'exemple en fait de chaque page des différents cloud providers, enfin des 3 gros, où on voit côté Azure que voilà, ils indiquent qu'ils aident en fait les différents éditeurs et qu'ils essayent d'avoir une expérience qui soit simple, intégrée, pour pouvoir utiliser les différents produits. Donc que ça soit du Confluent Kafka ou je sais pas moi du Redis ou du Elastic, on voit qu'il y a des choses directement sur l'étagère. Voilà, ils affichent un certain nombre de partenaires là-dessus. Côté Google Cloud, c'est pareil, ils essayent vraiment de montrer un certain nombre de logos qu'ils mettent en avant. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est dans leur discours, ils le mettent en gros, c'est que du coup, les solutions des éditeurs sont opérées par les éditeurs. Donc ça, c'est un point, on voit, qui est un peu différent. Surtout après, derrière, quand on voit du coup AWS, qui lui, sur sa page, du coup, n'indique aucun logo. Donc ils préfèrent pas trop se mouiller, on a l'impression. Mais du coup, ils indiquent quand même qu'ils participent à des fondations comme l'Apache Foundation qu'on a vu tout à l'heure et la CNCF. Alors, l'aspect communautaire. Ça, c'est aussi un point important pour être
apparaître sympathique, c'est aussi de pouvoir en fait organiser, ou en tout cas avoir de la visibilité envers les développeurs, un peu comme l'événement dans lequel on est aujourd'hui au Job Summer Camp. L'idée, c'est de réunir un certain nombre de personnes, de pouvoir échanger et finalement à faire rencontrer les gens. S'il y a vraiment un produit qui ressort du lot, finalement, les développeurs, les gens vont en parler d'eux-mêmes en fait. Tiens, j'ai essayé tel truc, c'est vraiment super, tu devrais l'utiliser. Donc en fait, essayer en fait forcément d'avoir le meilleur produit, mais faire en sorte aussi que les gens se rencontrent pour que ça se diffuse directement. Donc côté Azure, souvent on distingue différents niveaux. Il y a le côté organisateur d'événements. Donc là, ça va être plutôt je host des meet-up. Donc là, vous voyez côté Azure, il y a environ 160 meet-up. Alors c'était un peu difficile de savoir lesquels étaient vraiment orientés cloud ou pas côté Azure. Donc il y a toute une partie souvent dans l'aspect Developer Relation où il y a la partie promouvoir, aider les gens à organiser des événements autour de leurs outils. Et puis côté speaker, personnes qui génèrent du contenu, d'avoir des personnes du coup dédiées à ça, qu'ils appellent côté Azure des MVP. Et donc des MVP Cloud, il y en a 534. Et puis ils avaient créé dernièrement un élément aussi, c'est des petits badges. Et c'est assez impressionnant parce que en 2 ans, ils sont passés de 6000 à 12 000. Donc on voit qu'il y a beaucoup de monde quand même qui teste la plateforme et qui essaye d'avoir des badges comme ça au niveau d'Azure. Donc 160 meetups, 500 MVP, donc 500 personnes qui parlent autour de Azure. Côté GDG, on a 200 meetups qui sont vraiment dédiés au cloud, sur 1000 en tout GDG qui sont généralistes. Et côté GDE, donc c'est Google Developer Expert, donc là c'est plutôt la reconnaissance communautaire pour les personnes qui créent du contenu. Et donc il y a 148 personnes. Donc on voit que le ratio est quand même bien différent comparé au nombre de MVP côté Azure, et qui est à peu près équivalent au nombre de Meetup Cloud. Et si on regarde côté AWS, donc là ils sont plutôt à énormément de Meetup, donc 427, et 248 du coup AWS Heroes, qui est l'équivalent aussi, c'est les gens qui créent du contenu. Donc là je montre juste le nombre de Meetup. Après, je ne suis pas allé dans le détail de savoir quels sont les Meetup qui sont actifs post-Covid, parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose aussi, une grosse question en ce moment sur les différentes communautés. C'est comment les communautés se rencontrent en mode post-Covid aujourd'hui. Petite question pour la salle, qui a déjà refait un meet-up le soir depuis la fin du Covid, depuis 1 an? Ok. Qui faisait des meet-up avant le Covid assez régulièrement? Ok, il y a un peu plus de mains levées. C'est juste pour se rendre compte de tout ça. C'est vrai que ça c'est une grosse question en ce moment en termes des communautés, c'est comment en fait retrouver du lien aujourd'hui avec tout ça. Et donc l'autre point aussi qui est intéressant, c'est que la CNCF a aussi son programme finalement pour essayer d'avoir des meet-up et d'avoir aussi des personnes qui parlent au nom de la CNCF. Donc ils ont 195 meet-up et j'ai voulu mettre à jour, et en fait finalement pour le moment là le lien CNCF est suspendu. Donc je ne sais pas s'ils ont arrêté le programme ou pas, c'est à checker dans les semaines qui viennent, mais le réseau en tout cas de meet-up était suspendu. Et ils ont du coup la notion d'ambassadeur, donc Cloud Native Ambassadeur, CNA, ils en ont 129. Donc ça c'est aussi intéressant, c'est que la CNCF a repris un petit peu des bonnes recettes qu'ils voyaient chez les autres cloud providers pour essayer de diffuser la bonne parole. Et ce qui est intéressant du coup avec la CNCF, c'est que du coup ça parlera que de produits open source et pas forcément des produits des cloud providers. Un bon moyen aussi de gagner en visibilité, c'est aussi de faire des gros moments où ça va être vraiment l'introduction de nouveaux produits. Donc chaque cloud provider a aussi son moment dédié, que ce soit Reinvent pour AWS, Next pour Google Cloud, Microsoft, et puis la KubeCon ou la Cloud Native Con aussi côté CNCF, donc un moyen aussi de réunir du monde. Donc il y a des éditions de la Cloud Native, avec la KubeCon US et tout, c'était genre 55 000 personnes, donc c'est quand même du monde. Alors que ça reste qu'une fondation et pas un cloud provider derrière. Alors, après, du coup, pour illustrer un petit peu tout ça et le lien en fait qu'il y a entre le monde des cloud providers, d'open source, j'ai essayé de présenter 3 exemples. Le premier, c'est le lien, du coup, comme je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu, de Kubernetes et de Google Cloud. Donc, vous le savez, donc, Kubernetes créé sur les idées en fait qu'ils avaient déjà en interne côté Google Cloud.
Google Cloud qui a commencé avec un PaaS et App Engine qui était très loqué. Et en fait, ils se sont dit vraiment, mais comment réussir à justement ne plus être lié à certaines choses liées à la plateforme et réussir quand même à avoir une expérience pour les devs très sympa. Donc c'est là où l'idée était de se dire, bah, il y a la conteneurisation, Docker qui arrive, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, et puis bah, on va créer un outil. Donc ils ont créé Kubernetes, et au début Kubernetes, donc du coup j'ai rajouté le vieux logo by Google, qui le permettait aussi de gagner un peu, ça faisait un peu quand même de pub, c'était vraiment sur le logo Kubernetes. Après ça a été redonné à la CNCF, et du coup bah, le by Google a disparu. Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que vraiment, l'idée c'est de dire en termes marketing, de dire bah, qui de mieux que Google Cloud pour hoster en fait un Kubernetes managé, puisque c'est nous qui avons créé le produit au début. Donc vraiment l'idée de travailler sur cet aspect-là et de continuer du coup à contribuer à Kubernetes en essayant d'être toujours donc, en top contributeur et montrer aussi qu'on peut hoster du coup chez eux du Kubernetes facilement. Donc là j'ai ressorti les stats qui sont disponibles d'ailleurs sur un outil qui est très sympa, devstats.cncf.io, où vous trouvez des stats de tous leurs projets. Et en fait, là, du coup, sur la dernière année, vous avez le nombre de committeurs par société. Et donc, on voit que c'est Google qui reste en premier, mais que Microsoft est quand même le deuxième. Ils travaillent énormément là-dessus. On retrouve du Red Hat, du Amazon. Et typiquement, sur le dernier screenshot que j'avais il y a un an, il y avait Apple. Et puis du coup, Apple est passé en 19e position là-dessus. Et Amazon, qui était 13e, est passé en 10e position. Donc on voit en fait que quand même, il y en a pas mal de cloud providers qui comptent sur Kubernetes, qui continuent à travailler dessus. C'est vrai qu'on entend un peu moins parler de Kubernetes, c'est plus nouveau pour tout le monde. On va dire que dans la vie d'un produit, on a passé du coup le chasme. Il y a quand même beaucoup d'utilisateurs. Mais du coup, ça continue quand même à progresser et à travailler dessus. Le truc qui est toujours mieux à rappeler, c'est la tendance côté Google. Donc il y a Kubernetes qui est basé sur, il y a GKE qui est basé sur Kubernetes et le monde de la conteneurisation, qui est relativement open source. Après, il y a d'autres produits qui leur permettent côté Google Cloud de faire des choses qui sont encore plus sympas pour les développeurs, comme un outil qui s'appelle Cloud Run, qui permet vraiment d'avoir un conteneur, on le déploie et on a l'expérience un petit peu de ce qu'on pourrait avoir avec un App Engine, mais avec le fait qu'on ne soit pas lié avec cette notion de vendor lock-in, puisqu'on est vraiment sur le monde de la conteneurisation. Donc vraiment très sympa. Mais il y a toujours la question, qu'est-ce que ça va devenir dans le temps Donc typiquement, il y avait un produit qui était Cloud IoT Core, qu'ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter d'ici un an. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, puisque l'idée c'était de pouvoir embarquer une puce côté IoT qui discute avec Google Cloud, et où on puisse envoyer de la config directement depuis Google Cloud en descendant sur les différents devices. Donc des trucs assez sympas. Mais du coup, la question c'est si je suis une société et que j'ai pris sur tous mes devices, tous mes véhicules, j'ai mis cette puce-là, et qu'ils annoncent qu'ils arrêtent d'ici un an, qu'est-ce que je fais? Donc c'est là où, typiquement, côté IoT Core, bah, ça manquait peut-être de soutien côté open source ou autre. Alors, même s'ils utilisent des protocoles qui sont open source, du MQTT, des choses comme ça, mais quand même, on peut se poser la question quand même de tout ça. Donc d'où l'intérêt de bien regarder, même si on est chez un cloud provider, est-ce que la partie résilience est très importante, et du coup est-ce que les produits sous-jacents sont open source, ou en tout cas est-ce que j'ai un moyen de m'en sortir. Donc comme je l'ai dit, en fait on a Kubernetes d'un côté, et Google a énormément investi sur ces notions là pour ensuite créer du coup un autre produit qui s'appelle Cloud Run, qui est dans l'idée d'avoir les mêmes fonctionnalités qu'un Kubernetes, mais une développeur expérience beaucoup plus simple. On n'est pas obligé d'apprendre tout Kubernetes. On a un certain nombre d'outils disponibles sur étagère, donc plus comme une orientation d'un platform as a service, mais en restant sur le monde de la conteneurisation. Et donc ça, ils le font énormément basé sur un autre produit open source qui est Knative. Donc côté Google, en fait, il y a eu Kubernetes, il y a eu Istio qu'ils ont redonné dernièrement à la CNCF, il y a Knative qu'ils ont redonné dernièrement à la CNCF, mais en fait, côté Google, ils ont toujours un petit penchant à garder le projet au début vraiment pour eux, même s'il est open source. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément énormément accepter les contributions externes, mais au bout d'un certain temps, on va dire, si le produit atteint un certain plafond de verre, ils vont le redonner en fait à la communauté, à la CNCF. Donc ça, c'est une façon de travailler chez Google qu'on retrouve sur plusieurs
plusieurs projets. Un autre exemple qui avait fait couler pas mal d'encre, c'est AWS avec OpenDistro. Donc là, c'était un peu plus de... C'était il y a 3 ans, je pense, que ça a commencé, cette histoire-là. Donc l'idée de se dire que niveau monétisation open source, c'est pas évident, surtout quand on a des géants, des cloud providers à côté qui peuvent rapidement faire la mainmise sur un projet open source. Comme on l'a vu, ils ont des revenus énormes, donc c'est facile pour eux aussi de finalement avoir beaucoup de force de frappe sur les projets open source. Donc pour rappel, il y a beaucoup de produits qu'on utilise tous les jours qui sont backés, enfin qui ont derrière du coup une société qui est dédiée en fait à ce produit open source. Donc Redis, Redis Lab, MongoDB, Elastic qui est sponsor en bas, Kafka avec Confluent, etc. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est du coup en 2018 beaucoup de changements dans leur licence. On a pas mal qui ont changé pour adopter la SSPL. Donc c'était la Server Side Public License. Donc dans l'idée de se dire que le produit il est open source, par contre si un cloud provider prend mon produit open source et l'expose et se fait de l'argent avec, eh ben, il faut qu'il me rétribue quelque chose, ou en tout cas de base il n'a pas le droit de le faire. Et donc ça c'est venu du coup d'AWS qui avait réimplémenté du coup certaines parties, certains clients en termes d'API étaient compatibles par exemple avec Elastic ou autre, et eux en fait tout le back-end ils l'avaient du coup refait de leur côté sans contribuer finalement au produit initial qui était par exemple Elasticsearch. Donc ça a fait couler beaucoup d'encre. Et donc voilà, Mongo a indiqué nous on va changer, on va passer sur la SSPL parce que il y a des problèmes. Voilà, on aide des fois à être présent sur un marketplace, mais derrière après, dans les modifications que peuvent faire les cloud providers, on n'est jamais rétribué finalement monétairement ou finalement même aussi en termes de contribution open source sur ce qui est fait. Donc potentiellement ils vont patcher pour leur plateforme élastique, mais ils ne vont pas forcément rétribuer à la communauté open source. Donc ça posait problème, et il y avait aussi un souci en termes de monétisation au niveau de l'open source. Donc il y a eu l'idée de travailler, de savoir comment on fait pour monétiser l'open source, quand on a un projet open source qui marche bien, et essayer de faire en sorte que les cloud providers ne puissent pas juste le prendre et se faire de l'argent avec. Parce que derrière, en fait, la société qui crée le produit open source, elle n'y gagne rien. Okay, donc il y a l'idée de travailler là-dessus. Donc là, bon, j'ai fait des citations rapidement côté Grafana ou Redis, mais il y a eu quand même un gros débat autour justement d'AWS par rapport à ça. Et donc il y a eu beaucoup de questions. Et puis même côté Debian ou Fedora, ils se posaient la question, mais la SSPL, Server Side Public License, le fait de dire, vous pouvez, c'est un produit open source, par contre si tu l'hostes et tu le monétises, c'est plus open source. Est-ce que finalement c'est une licence open source de faire ça? Okay, donc il y a pas mal de débats en termes de philosophie autour de tout ça, pour savoir si finalement le fait de passer en SSPL, est-ce qu'on considère que le produit est toujours open source ou pas? Et donc la réponse finalement pour AWS, ça a été assez simple, c'est de dire, ok, on a recodé une partie côté Elasticsearch, du coup on va créer un autre produit, comme Elasticsearch qui s'appelle OpenDistro, et puis on va le mettre à disposition, et finalement on va essayer du coup de décorréler d'Elastic et d'indiquer du coup que c'est compatible, en tout cas c'était compatible au début avec Elastic, et puis après ça va forker finalement sur 2 produits différents, un qui sera géré par Elastic, un autre qui sera géré par AWS. Ça pose pas mal de questions parce que, au final, en termes de communauté, par exemple, quelqu'un qui met bien Elastic, mais qui utilise son produit aussi pas mal peut-être sur AWS, quel produit j'utilise? Est-ce que j'utilise celui qui est géré par la société Elastic? Est-ce que je me lance dans OpenDistro? Est-ce que je me lance avec AWS qui commence à faire d'open source? Bon voilà, mais du coup il y a des communautés aussi du coup, qui se divisent avec ce genre de politique. Et du coup, dernier drama qui est assez récent, du coup, c'est du coup tout récent, 7 septembre, du coup avec la licence du coup pour AK par exemple, donc avec l'apparition d'une c'est quoi le nom de la licence qu'ils ont réutilisé? La Business Source License en version 1.1. J'ai pas encore lu, mais je pense que c'est intéressant aussi à aller voir si on considère que c'est une licence. Du coup, c'est plus vraiment d'open source, mais du coup, c'est un moyen aussi pour eux de se protéger et de trouver un moyen de monétiser un peu leur solution. Donc on voit en fait une tendance quand même à avoir beaucoup de projets open source, mais qui changent un peu leur licence avec les cloud providers qui s'accaparent un petit peu certains projets open source. Donc il y a des fois le fait de travailler main dans la main,
avec les éditeurs, mais on voit que dans certains cas, on a aussi le fait de bypasser un peu tout ça, d'aller rapidement, parce que les cloud providers ont une force de frappe et du coup ils peuvent réimplémenter un Elasticsearch en reprenant l'API pour qu'elle soit compatible et en refaisant leur sauce derrière. Dernier exemple, c'est l'aspect multi-cloud. Donc on l'a vu, il y a Kubernetes partout. Pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas trop Kubernetes ou voilà, qui ont déjà vu leurs avantages, l'idée c'est vraiment de se dire que on va pouvoir travailler un petit peu dans chez n'importe quel cloud provider, c'est un peu ça la promesse. Donc que ce soit les solutions AKS ou autres, on va pouvoir du coup avoir la même expérience. On n'a pas de vendor lock-in, on est dans le monde de la conteneurisation. Donc nos conteneurs, que ce soit Docker ou d'autres formats, on va dire qu'ils peuvent être adaptés. On peut alimenter différents clusters cubes grâce à ça. Et puis, du coup, vu qu'on a du cube qui peuvent être on-premise sur différents cloud providers, on peut faire du coup du multi-cloud. Et puis, un dernier point aussi, c'est qu'on a vu autour de la CNCF, il y a beaucoup de projets qui sont finalement qui gravitent autour de Kubernetes. Donc on a Kubernetes qui était le premier projet graduated. On a eu des projets comme Prometheus, des registries ou autres pour supporter en fait tout l'écosystème qu'il y a autour de Kubernetes pour pouvoir en fait gérer le cycle de vie de notre système d'info avec Kubernetes. Donc pas mal de choses autour de l'observabilité, l'interopérabilité et tout ça du coup en open source dans la CNCF. On se retrouve avec pas mal de projets côté Google Cloud, Azure ou Amazon pour essayer justement de gérer un petit peu cet aspect-là multi-cloud. Donc soit avec des choses on-premise et sur leur cloud, soit en mélangeant du Google, du Amazon, ce genre de choses. Donc il y a différentes solutions. Il y a Anthos qui est basé que sur du Kubernetes. Donc c'est dans l'idée de se dire que on va démarrer du Kubernetes un peu partout, donc soit chez vous, soit chez un autre cloud provider, et puis on va le relier à la plateforme Google Cloud, et du coup dans ma plateforme Google Cloud, je verrai mes différents clusters. Donc j'ai quand même tous les logs, toute l'observabilité qui est dans mon interface Google Cloud. Par contre le serveur en lui-même, il peut être chez Amazon, il peut être on-premise, il peut être ailleurs. Donc vraiment une démarche multi-cloud, mais basée sur AWS. On a du coup des trucs autour d'Azure Arc, et puis Amazon qui a sorti sa distrib il n'y a pas très longtemps. Tout ça pour finir, la containerisation, ça a du bon, ça a aidé beaucoup de choses, et ça a permis vraiment de créer beaucoup d'outils. Les cloud providers ont énormément misé sur ces solutions-là dernièrement. La suite, c'est de se dire aussi que finalement, avec le monde de l'open source et de la containerisation, on peut avoir beaucoup de choses qu'on peut réutiliser, donc d'où les requêtes, là, les Falcon. L'idée vraiment de se dire qu'on n'a pas toujours de lock-in, donc ça a bien regardé entre le moment où vous voulez travailler de façon sans lock-in et le moment où vous voulez aller vite, où là vous pouvez du coup prendre des raccourcis et avoir des fois certains aspects de lock-in à ce niveau-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est trouver un moyen d'avoir ça. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de produits qui sont des produits, ce qu'ils appellent serverless container. Donc c'est basé sur des containers, mais on a l'expérience du serverless. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a un peu le meilleur des deux mondes, où on n'a pas besoin d'être trop ops, et en même temps, on n'a pas trop de vendor lock-in. Donc ça, il y a vraiment énormément d'outils dernièrement là-dessus. Et puis, pour conclure, finalement, c'est de dire que les cloud providers sans Linux ne seraient pas ce qu'ils sont, mais en même temps, Linux ne serait pas ce qu'il est sans les cloud providers. Donc aujourd'hui, on a quelque chose de très lié quand même entre les deux, et on a énormément de contributions par rapport à tout ça. 10h30, sur ce, je vous remercie, et puis je pourrais prendre des questions à la fin dehors si vous voulez.